Joliba Morning News. Le gouvernement du Premier ministre s'active pour organiser des assises nationales de la refondation entre stérilité et espoir pour un Mali nouveau. Les émissaires de la CEDEAO ont animé une conférence de presse de restitution des 72 heures de leur visite au Mali. À l'international, les putschistes s'engagent à libérer les détenus politiques en Guinée. Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, a réceptionné ce lundi 7372 tonnes de céréales. Cette quantité de vivres a été mise à la disposition du Mali pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à partir de sa réservation régionale de sécurité alimentaire. La cérémonie de remise officielle de ce stock a eu lieu dans la cour de l'Office des produits agricoles du Mali. Des précisions dans ce commentaire de Aminata Traoré. Ces stocks sont issus de l'opérationnalisation de la réserve régionale activée à la suite de requêtes formulées par les pays membres faisant face à d'éventuelles crises alimentaires remboursables grain pour grain. L'année suivante, ils sont destinés aux populations en difficulté alimentaire des régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et du district de Bamako. Le but est de renforcer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au Mali au titre 2021. Intervenant à l'occasion, le ministre Redouane Ag Mohamed a exprimé sa gratitude à la commission de la CEDEAO pour sa réponse favorable à la requête du Mali. Il a assuré que son institution mettra tout en œuvre pour une mise en œuvre adéquate et diligente du plan national de réponse dont ce stock sera injecté dès aujourd'hui. Est-il besoin de rappeler que les évaluations définitives du système d'alerte précoce à travers la méthode du cadre harmonisé dans l'espace du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, élargi à la CEDEAO, laisse paraître le besoin d'accompagner plus de 1 307 000 personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle prononcée à cause de l'intensité et la simultanéité des différents chocs, à savoir les fortes inondations, les conflits intercommunautaires répétitifs et les autres formes d'insécurité ayant limité l'accès aux champs. Pour y faire face, le plan national de réponse dégage un besoin global de mobilisation de 43 000 tonnes de céréales, pour la satisfaction duquel il existe un gap de 10 000 tonnes de céréales, soutient Redouane Ag Mohamed Ali. Comme je vous le disais dans les titres, le gouvernement de Dr Choguel Kokala Maïga s'active pour organiser les assises nationales de la refondation alors qu'une poignée d'acteurs politiques et la société civile y voient un projet stérile qui est voué à l'échec. Abdoulaye Kouniba Kounate. Inclus dans le plan d'action du gouvernement adopté par le Conseil national de transition, l'organisation des assises nationales de refondation permettra, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, je cite, d'aboutir à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la nation. Fin de citation. Si le projet a obtenu le quitus au sein de l'organe législatif de la transition, il n'en serait pas autant pour certains acteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général du Parti pour la Renaissance nationale Parena, Djigiba Keïta, commente, je cite, « On se demande bien que faire des assises nationales de la refondation. Les résolutions issues du dialogue national inclusif sont une référence pour tous ceux qui pensent au Mali. On vient de voir le président de la transition lors de sa prestation de serment faire référence à ce document qu'on ne peut critiquer que par populisme. Ces assises n'ayant aucune raison d'être, nous allons travailler à ce qu'elles n'aient pas lieu et que l'État utilise les fonds destinés à ce forum à des œuvres plus utiles et plus bénéfiques pour le Mali. » Fin de citation. Il est à rappeler qu'une grande concertation similaire aux assises nationales de la refondation, appelée Dialogue national inclusif, avait été organisée par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. À cet effet, Cheikh Sidi Diarra, le président du comité d'organisation de ce dialogue, s'exprime sur l'organisation des assises nationales de refondation. Je cite, « Comment peut-on même envisager d'organiser des assises nationales de la refondation qui feront exactement ce que le dialogue national inclusif a déjà réalisé en décembre 2019 ?
Organiser de nouvelles assises va nécessiter au moins 6 mois pour aller à des communes au niveau national, alors qu'on est à quelques mois de la fin de la transition. Sans compter que les réformes institutionnelles réclamées à corps et à cri ne pourront pas avoir lieu avant de connaître les résultats d'éventuelles assises. Fin de citation. Cependant, le Rassemblement pour le Mali RPM n'est pas de cet avis. Pour le parti de l'ancien président, les assises nationales viennent en complément au dialogue national inclusif qui, selon le parti, est déjà un bon document. Nonobstant les commentaires plus ou moins positifs sur l'organisation des assises nationales de refondation, le gouvernement du Dr Choguel Maïga pose les jalons du projet avec une série de rencontres avec les partis politiques. C'était là un récit signé Aminata Chektal et Abdoulaye Koniba Konaté. Les émissaires de la CEDEAO ont animé une conférence de presse après un séjour de 3 jours au Mali. Un séjour lors duquel il a rencontré les membres de la société civile, les leaders religieux, politiques et des groupes armés signataires de l'accord d'Alger. La lecture du communiqué au micro de Moussa Tembini. La mission a apprécié l'expression renouvelée des autorités de la transition à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il s'agit notamment du consensus sur le cadre légal devant servir aux élections, la préparation de la liste électorale, le choix de l'organe ou des organes devant conduire les élections. La mission a invité les acteurs sociopolitiques à travailler ensemble dans cette période de transition afin de garantir la réussite du processus. La mission a réitéré l'engagement de la CEDEAO à accompagner la République du Mali pour une transition réussie. La mission a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à continuer de soutenir le processus de transition, notamment dans le cadre de la préparation des élections. Après ce que certains ont nommé libération forcée du commandant Oumar Samaké vendredi dernier sous la pression de ses camarades policiers, le commandant Samaké s'est rendu aux autorités ce lundi, soit environ 72 heures après sa libération. Les détails avec Aminata Chektal. Inculpé, incarcéré puis libéré, tout cela en l'espace de quelques heures ce vendredi 3 septembre, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké, commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, a été placé sous mandat de dépôt. Meurtre et coup mortel sont les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juillet 2020 qui avait fait une dizaine de morts. La nouvelle de son inculpation et de son incarcération a immédiatement suscité la colère de nombreux policiers qui se sont rassemblés en armes et uniformes devant la maison centrale d'arrêt de Bamako pour exiger sa libération. Le commandant de la Forsat a finalement été relâché. S'il y a un peu plus d'un an, l'interrogation commune qui avait demeuré pendant les heures qui ont suivi les drames du 10, 11 et 12 juillet était « Qui a donné l'ordre à la Forsat de tirer ?» Celle qui a suivi la libération du commandant Samaké était « Qui a donné l'ordre de son extraction de la maison centrale d'arrêt ?» Et cela à peine quelques heures après son incarcération. 24 heures après, dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement avait appelé au calme et invité les forces de sécurité au respect de l'état de droit. Dans la matinée de ce lundi 6 septembre, s'est tenue une réunion d'urgence entre les syndicats de la police, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké et le ministre de la Sécurité.
C'est à l'issue de cette rencontre que les syndicats de la police ont annoncé à travers un communiqué la suspension de son mot d'ordre d'appel au rassemblement prévu ce mardi 7 septembre 2021 au GMS. Selon le même communiqué, le commandant de la Forçat a exprimé sa volonté délibérée de se soumettre à la justice en respectant les termes du mandat de dépôt décerné contre lui. C'est ainsi que le commissaire divisionnaire Oumar Samaké s'est rendu seul ce lundi au camp 1 de la gendarmerie de Bamako, où il a été placé sous mandat de dépôt. Sur tout autre plan, les plus hautes autorités à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme comptent organiser une nuit dédiée à la paix et à l'unité nationale prévue à la veille de la fête de l'indépendance du Mali le 21 septembre prochain au Centre international des conférences de Bamako. Amadou Diallo a suivi pour nous cette conférence. Avec l'organisation le 21 septembre 2021 de la grande soirée dénommée Nuit de la paix, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme veut à travers la culture renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble des vertus séculaires et inaliénables au peuple malien. Cette activité phare qui traduit la vision du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, de faire du Mali une nation réconciliée, paisible et tournée vers son avenir, s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le thème central de ce grand rendez-vous porte sur la paix et l'unité nationale, un thème qui a tout son sens au regard de la situation dans laquelle le Mali se trouve. La culture reste un ressort irremplaçable, nous en sommes tous convaincus, surtout en ces temps où le peuple du Mali a besoin d'un ressort pour un réarmement moral et d'une prise de conscience en vue de relever le défi de la paix. Les journalistes qui ont pris part à cette conférence de presse, certains ont dévoilé leurs préoccupations par rapport à l'occupation des 2/3 du territoire par les terroristes. Au même moment, les autorités veulent organiser un tel rendez-vous. Les conférenciers du jour reviennent sur l'importance et les objectifs spécifiques de ce grand rendez-vous culturel. Le choix de Bamako est fondé sur le fait qu'elle soit la capitale et c'est la toute première édition. Nous avons estimé que nous pourrions commencer par là. Il faut agir par l'arme de la culture. Les guerres naissent dans les esprits, mais les moyens pour vaincre la guerre se préparent dans les esprits. Et nous demeurons convaincus qu'au Mali, notre culture nous offre des possibilités incroyables. Au programme de cette première édition de la Nuit de la paix, défilé de mode, slam, solo et chant, art oratoire entre autres. Les troupes artistiques de l'ensemble des régions, Badema National, Kanaga de Mopti, Amanar de Kidal, font partie des troupes invitées de cette soirée, sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Après le coup d'État le dimanche dernier contre le président Alpha Condé, les nouvelles autorités du pays ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelles peuvent être les conséquences de cette mesure sur le Mali, un pays continental qui transite ses marchandises à travers le port guinéen? Aruna Saliakone est allé en savoir plus, suivant son reportage. Le Mali et la Guinée-Conakry partagent plus de 800 km de frontières terrestres, ce qui fait de nous les premiers voisins avec qui la Guinée a la plus longue frontière terrestre. Ainsi, la mesure de la fermeture des frontières du pays à la suite du coup d'État contre le président Alpha Condé peut constituer un coup dur pour nos deux pays. Donc les frontières ont été fermées. Cela n'augure pas quelque chose de très bon pour l'économie guinéenne et pour notre économie, car comme vous le savez, nous avons une frontière longue d'environ 858 km. La Guinée est entourée de 6 pays
Mais la plus longue frontière, c'est avec le Mali. Et donc nous partageons vraiment beaucoup de caractéristiques communes au niveau de ces frontières et beaucoup d'échanges informels se font au niveau de ces frontières. Pour notre analyste, la mesure n'est que sécuritaire et temporaire. Selon lui, si ça venait à durer, cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie guinéenne. La Guinée échange beaucoup avec ses pays voisins, les 6 pays dont je vous ai parlé, et y compris le Mali. Cela va quand même, je pense que ça va être de courte durée parce que ce sont des mesures sécuritaires uniquement pour quand même asseoir le pouvoir de ceux qui ont fait le coup de force en attendant, parce que l'économie guinéenne ne peut pas se permettre d'avoir ses frontières fermées avec tous ses voisins pendant très longtemps parce que, comme vous le savez, les échanges entre les pays sont très importants au niveau de la CEDEAO et dans cette zone particulièrement. Par ailleurs, la CEDEAO, qui constitue une organisation supranationale, peut prendre des sanctions comme un embargo contre le pays. Notre économiste dit garder l'espoir pour que la situation n'en arrive là. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, donc c'est eux qui vont se réunir certainement très bientôt pour décider de ce qui va être fait. Mais je pense que les contacts sont déjà en cours, les discussions sont en cours avec ceux qui sont aux commandes du pays en ce moment, avec les autorités, pour voir un peu comment la transition va se dessiner. Parce qu'il y a des annonces qui ont déjà été faites après le coup de force et on attend que tout cela soit formalisé. La CEDEAO, pour sa part, prévoit de se réunir ce mercredi 8 septembre à travers un sommet virtuel extraordinaire. La question du maintien de la Guinée au sein des institutions de l'organisation sera au menu des discussions. L'image du jour nous conduit à la découverte du varan ou le dragon de Komodo. Habitant l'archipel indonésien, le grand varan Varanus komodensis, dit dragon de Komodo, est le plus grand lézard du monde, mesurant 2 à 3 mètres de longueur et une masse d'environ 79 à 91 kg. Il a un régime carnivore. Il est généralement présent dans les îles de Komodo, Renka, Flores, Gili, Montag et Gili Danzami en Indonésie centrale. Il se nourrit de charognes mais aussi de multiples animaux mammifères y compris. Il est possible que cet animal soit au contraire une forme naine du Megalania, un varan géant de 8 mètres de long ayant vécu en Australie au moins jusqu'à l'arrivée des premiers aborigènes. En raison de leur taille, ces varans, avec l'aide de bactéries symbiotiques, dominent les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Bien que les dragons de Komodo mangent surtout des charognes, ils se nourrissent également d'animaux qu'ils chassent. Les dragons de Komodo ont été découverts par les scientifiques occidentaux en 1910. Leur grande taille et leur réputation d'animaux redoutables les ont rendus populaires dans les eaux. Dans la nature, leur aire de distribution s'est vue réduite en raison des activités humaines. Ils sont protégés par la loi indonésienne et un parc national. Le parc national de Komodo a été fondé pour favoriser leur protection. L'actualité internationale à présent avec Aminata Traoré. Dans un communiqué lu à la télévision nationale guinéenne, des putschistes annoncent la libération prochaine des détenus politiques et comptent dans les jours qui viennent démonter les postes avancés qui sont à Conakry. Le président du Conseil national du redressement et le développement a instruit le secrétaire général du ministère de la Justice ce jour de se mettre en rapport avec le parquet général, l'administration pénitentiaire et les avocats afin de faire une analyse approfondie du dossier des détenus politiques pour leur libération dans un meilleur délai. Cellou Dalein Diallo, leader du parti de l'opposition guinéenne, l'Union des forces démocratiques de Guinée et de la coalition de l'opposition, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, exprime son soutien à la junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAT dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. L'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute
de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement du 5 septembre 2021. L'ANAC exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. Des partisans de différents partis politiques prennent les rues du Maroc lors d'une campagne électorale à l'approche des élections législatives et locales qui détermineront le sort du parti islamique PJD au pouvoir depuis une décennie. Même si ce dernier ne détient pas des ministères stratégiques, la pandémie nous a privés d'une large mobilisation avec nos citoyens, mais notre conviction du processus démocratique qui vit le Maroc nous a poussés à créer de nouvelles méthodes pour atteindre les citoyens, déclare un homme d'affaires de Salé. Nous voulons de la modernité, nous voulons des jeunes avec une vision claire pour leur ville d'ici l'année 2026. Nous ne voulons pas quelqu'un qui nous gérera au jour le jour. Arrêtons les aides directes aux étudiants et aux chômeurs. Nous voulons des promesses réussies qui parviendront à gérer les soucis quotidiens des citoyens. Cette campagne électorale s'organise aujourd'hui dans des conditions particulières, celles de la pandémie. La pandémie nous a privés d'une large mobilisation avec nos citoyens, mais notre conviction du processus démocratique que vit le Maroc nous a poussés à créer de nouvelles méthodes pour atteindre les citoyens. Les citoyens ont perdu tout espoir dans les élections et les partis politiques, mais nous avons réussi à les convaincre de l'importance de voter pour aider les jeunes, pour lutter contre le chômage et aussi pour aider les personnes démunies qui n'ont pas de moyens. Des enfants se font vacciner contre le Covid-19 dans la province de Sifiango à Cuba, alors que le pays lance une campagne nationale de vaccination des jeunes âgés de 2 à 18 ans, une condition fixée par le gouvernement communiste avant l'ouverture des classes. Le pays, confronté à une hausse de cas qui fait tanguer son système sanitaire, est le premier à vacciner les enfants. Je n'ai peur de rien. Le vaccin administré aux enfants est très important car c'est une possibilité supplémentaire pour prolonger leur vie, les empêcher de développer une maladie grave, de contracter le virus. Nous l'avons développé sur la base des plateformes vaccinales pour enfants et il est donc beaucoup plus simple pour nous d'avancer avec comme cible la population infantile. C'était moins facile pour d'autres vaccins qui sont de nouveaux vaccins au sujet desquels on a plus de doutes, notamment sur ce qu'ils pourraient engendrer pour la population infantile. Parlons sport. L'équipe de la Tunisie a conservé son titre de championne d'Afrique masculine de basketball dimanche à Kigali. Les Tunisiens ont battu la Côte d'Ivoire 78-75 en finale de l'Afrobasket 2021. Un peu plus tôt, le Sénégal a pris la 3e place du tournoi face au Cap-Vert 86-73. Amadou Tolo revient sur cette finale. Les Tunisiens restent les maîtres du basketball africain. Ils ont remporté le championnat continental des nations Afrobasket 2021 en finale. Les Tunisiens se sont imposés face à la Côte d'Ivoire, mais dominés collectivement. L'illustration, c'est la facilité avec laquelle la Tunisie marque des points durant ce match, alors que la Côte d'Ivoire doit se forcer un chemin à chaque panier inscrit ou presque 25-18 à la fin du premier quart-temps. Même la sortie du pivot tunisien Salah Mejri pour 3 fautes durant le deuxième quart-temps ne permet pas aux Ivoiriens de revenir dans le coup. Sans un panier à 3 points mis juste avant la pause par le meneur de jeu Souleymane Diabaté, 47-34. La deuxième période aurait même pu prendre une autre tournure.
Durant le troisième quart-temps, les éléphants se déchaînent. Ils passent ainsi 1-10-2 aux Aigles de Carthage. Dans la foulée, les pivots Salah Mejri quittent encore temporairement le terrain, visiblement touché à la cheville droite, mais de trop nombreuses pertes de balles ivoiriennes et un Michael Roll très adroit, 4 sur 7 à 3 points, permettent à la Tunisie de conserver une marge de sécurité, 65-69. En fin de quatrième quart-temps, la Côte d'Ivoire revient à 3 longueurs grâce à un exceptionnel panier à 3 points avec un lancer franc en plus de Diabaté. Mais la sélection ivoirienne doit se contenter de la médaille d'argent. Comme en 2009, la génération Mejri Ben Roman remporte le 3e Afro-Basket masculin de l'histoire de la Tunisie après ceux de 2011 et 2017. Le Sénégal avait décroché auparavant la 3e place en battant les Cap-Verdiens 83-73 grâce notamment aux 30 points, 12 rebonds et 5 passes décisives du pivot gorgidien. L'afro-basket masculin a donné son épilogue, place aux autres compétitions. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News.